lâcher. Vite, l'avocat. Les Dents de la Mer 2, réalisé par János Wark, est la suite directe du film culte de Steven Spielberg sorti en 1975. Le premier avait marqué l'histoire du cinéma, inventé le concept moderne de blockbuster et transformé le grand requin blanc en véritable icône. 3 ans plus tard, Universal décide de remettre ça. Cette suite a souvent été critiquée pour rejouer la même partition, et c'est vrai qu'elle pouvait pas rivaliser avec le choc de l'original. Mais Jaws 2 a quand même des atouts. Une tension constante, un casting familier et un slogan devenu mythique, juste au moment où vous pensiez qu'il était sûr de retourner dans l'eau. Le film arrive aussi à un moment charnière d'Hollywood. Les studios commencent à comprendre que les suites peuvent rapporter gros. On n'en est pas encore aux sagas à rallonge, ni au remake, mais on sent que l'industrie est en train de changer. Et dans ce contexte, Jaws 2 joue un rôle de pont entre le chef-d'œuvre de Spielberg et les suites qui suivront. Salut et bienvenue sur Clap Story. Cette semaine on continue la story consacrée aux Dents de la Mer avec le deuxième opus, donc les Dents de la Mer 2 ou les Dents de la Mer deuxième partie. C'est un petit peu long hein, donc pardonnez-moi, on va plutôt partir sur les Dents de la Mer 2. Oui, je sais, ça fait un petit peu les Dents de la merde. Voilà, cadeau. Mais rassurez-vous, les Dents de la Merde, c'est pas pour ce film-là, ce sera pour ceux qui vont arriver après. Hein. Ou Jaws 2, hein. Jaws 2 aussi, c'est pas mal, ça sonne bien, c'est court, c'est efficace. D'accord, faisons comme ça. Vous allez voir que ce film a de quoi vous faire frissonner encore aujourd'hui, il a plein de qualités. Il n'a pas été réalisé par Steven Spielberg comme tout le monde le sait, puisqu'il était occupé à cette époque-là à réaliser son Rencontre du troisième type. Et je pense aussi que le gars avait tellement eu de galères sur le premier que pour rien au monde il ne serait retourné dans cet enfer. Parce que oui, ça a encore été une grosse galère à tourner ce film. On va revenir sur la genèse chaotique de cette suite, sur les secrets de tournage et pourquoi Universal a décidé de miser très gros sur cette suite des Dents de la Mer. 4 ans après la première attaque d'un grand requin blanc à Amity, un nouvel hôtel ouvre sur l'île. Mais bientôt, un autre grand requin blanc commence à semer la terreur en attaquant une skieuse nautique, des plongeurs, puis plusieurs bateaux de jeunes ados partis en excursion. Le chef de la police, Martin Brody, suspecte rapidement la présence du requin et tente d'alerter les autorités. Mais le maire préfère minimiser le danger pour ne pas nuire au tourisme, comme dans le premier film. Alors que la menace s'intensifie, Brody et sa famille se retrouvent au cœur d'un combat pour leur survie face à ce prédateur impitoyable. Je crois qu'un grand blanc pourrait faire ça. Un carcharodon carcharias? C'est ça. En tout cas, pour avoir tué une baleine de cette taille, il devait être gigantesque. Un requin a très bien pu être tué en plein océan et un autre a très bien pu venir le venger, c'est vraisemblable. Les requins ne font pas de sentiments, cher monsieur Brody. Dès le succès phénoménal du premier Jaws, en 1975, Universal et les producteurs Richard Zanuck et David Brown ont vite compris qu'ils tenaient là un véritable phénomène de société. Un film emblématique, capable de générer une suite immédiate. Pourtant, dans les années 70, les suites étaient souvent des paris risqués, souvent synonymes d'échecs artistiques ou commerciaux. Malgré ça, Universal se lance rapidement dans la production de Jaws 2, déterminé à surfer sur la peur viscérale du grand requin blanc qui avait traumatisé les spectateurs du premier opus. Pour cette suite, Universal fait un choix surprenant en confiant la réalisation à János Wark, réalisateur franco-américain, alors surtout connu pour ses travaux à la télé sur des séries et des films d'horreur modérés, très loin de l'envergure du premier film signé Spielberg. Quant au scénario, il revient à Carl Gottlieb, co-scénariste du premier volet, qui va tenter d'insuffler un ton plus léger, presque teen movie, en injectant un humour plus marqué et en développant les personnages adolescents, aux côtés de Roy Scheider, qui reprend son rôle emblématique du shérif Martin Brody. Mais avant que Wark ne prenne les commandes, la production a connu de nombreux rebondissements. Steven Spielberg, auréolé du plus gros succès de sa carrière, refuse catégoriquement de réaliser la suite. Il estime avoir déjà livré le film de requin par excellence et qualifie même l'idée d'une suite d'astuce de foire. Il ajoute que les conditions difficiles du tournage original en pleine mer, avec des effets mécaniques souvent capricieux, l'ont clairement refroidi.
Le projet entre alors dans une longue phase de pré-production d'environ 1 an et demi, marquée par une valse des scénaristes et des réalisateurs. Peter Benchley, l'auteur du roman original, est rapidement écarté après avoir proposé plusieurs scénarios, notamment un projet centré sur les enfants de Brody et Quint, ou une préquelle sur l'USS Indianapolis, où Quint aurait affronté les requins. Ces idées, trop éloignées de l'atmosphère du premier film, ne conviennent pas à Universal qui veut rester centré sur l'île d'Amity et sur la famille Brody. Howard Sackler, d'abord engagé pour écrire le scénario, était notamment connu pour avoir réécrit le monologue du personnage de Quint à propos de l'incident de l'USS Indianapolis dans le premier film. Il avait également écrit le scénario du premier film de Stanley Kubrick, Fear and Desire. Son approche s'orientait vers un récit plus dramatique, psychologique et humain, creusant davantage les peurs intérieures des personnages et l'impact social de la menace du requin. Mais ces idées se heurtaient à l'envie du studio de maintenir un ton plus léger, accessible à un public familial et jeune. Sackler insistait aussi pour développer davantage la famille Brody et explorer des sous-intrigues parfois jugées lentes par Universal. Rapidement, ces tensions avec les producteurs Zanuck et Brown, très axés sur l'aspect commercial et spectaculaire, s'intensifièrent. Il fut alors remplacé sans que son travail ne soit entièrement abandonné, mais largement remanié. John Hancock, réalisateur choisi pour succéder à Spielberg, venait lui du théâtre et avait une sensibilité artistique très marquée, parfois qualifiée d'intellectuelle ou contemplative. Son projet reflétait cette approche, un Jaws 2 plus sombre, plus ancré dans l'atmosphère, et avec une narration plus subtile, faisant une large place au non-dit et à la psychologie des personnages. Verna Fields, la monteuse oscarisée pour le premier film, et Joe Halves ont été inquiétés à la vue des premières images qu'ils ont trouvées très sombres. Le réalisateur semblait vouloir s'orienter vers un film d'auteur alors qu'Universal souhaitait un autre blockbuster estival, en y ajoutant plus d'action et un rythme plus soutenu pour satisfaire un public en demande de sensations fortes. Mais le point de rupture survint autour de la participation de Lauren Gary, l'interprète d'Ellen Brody et épouse de Sid Sheinberg, alors président d'Universal. Hancock souhaitait lui donner plus de présence, notamment dans une scène en bateau jugée importante pour approfondir le couple Brody. C'est ce qui s'appelle faire le gros lèche-cul, mais rassurez-vous, Lauren Gary, elle finira par la voir, sa scène sur son gros bateau. Allez, viens me chercher, fumier. Les producteurs Zanuck et Brown s'y opposèrent fermement, y voyant une intrusion personnelle et du favoritisme. Ce conflit se transforma vite en tension politique. Les producteurs craignaient que Hancock ne cherche à influencer le tournage à travers cette décision et considéraient la scène comme une digression incompatible avec leur vision commerciale du film. En juin 1977, après seulement 1 mois de tournage sous la direction de Hancock, les désaccords se cristallisèrent. Les producteurs décidèrent de limoger le réalisateur, considérant que son approche ralentissait la production et éloignait le film de sa ligne éditoriale initiale. Ce licenciement brutal provoqua alors un arrêt immédiat du tournage, plongeant la production dans une incertitude totale, avec des équipes démobilisées et un budget qui commençait déjà à exploser. Cette situation dura plusieurs semaines avant que Jan Oswarg soit appelé pour sauver le projet. Il reçut pour mission de redresser la barre en adoptant une approche plus commerciale et légère, conforme aux attentes du studio. En parallèle, le scénario fut retravaillé par Carl Gottlieb, qui inséra davantage d'humour et développa les personnages adolescents pour cibler un public plus jeune. Du côté des effets spéciaux, l'histoire des requins mécaniques se répète avec des difficultés similaires à celles du premier film. Robert Maté, déjà responsable des effets mécaniques dans Les Dents de la Mer, est rappelé, ce qui provoque d'ailleurs la colère des producteurs Zanuck et Brown, mécontents de son bilan sur le premier film. Les anciens requins ont été laissés à l'abandon et sont devenus inutilisables. De nouveaux modèles sont alors construits, surnommés Bruce 2, Fidel et Harold sur le plateau. Malgré quelques améliorations techniques, ces machines seront souvent capricieuses, provoquant retard et complications, d'autant que les conditions météo sur place sont difficiles, avec des tempêtes, des orages et une mer plutôt agitée. Le tournage des Dents de la Mer ayant été décalé à l'automne 77 après le départ du premier réalisateur. Il eut donc lieu du 1er août au 22 décembre 1977, ce qui explique pourquoi Roy Scheider a l'air plutôt crispé lorsqu'il entre dans l'eau attiré par une planche de bois. Le tournage a lieu principalement à Martha's Vineyard pour les scènes en ville, mais aussi à Navarre Beach en Floride, où une île artificielle est construite sur une barge pour les scènes de fin.
Un jour, cette barge se détache de son ancrage et dérive carrément vers Cuba, provoquant une alerte et un appel d'urgence à Jan Oswald. Les acteurs adolescents ont même été encerclés par de vrais requins marteaux pendant une scène, sans que l'équipe s'en aperçoive immédiatement, heureusement sans incident. Roy Scheider, l'interprète emblématique du chef Brody dans Les Dents de la Mer, n'était pas vraiment disposé à reprendre son rôle pour cette suite. Sous contrat avec Universal pour 3 films, il avait quitté Voyage au bout de l'enfer en 1977 à cause de divergences créatives, ce qui avait tendu ses relations avec le studio. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu! Universal, désireux de le voir revenir, lui proposa de considérer Jaws 2 comme 2 films afin de satisfaire ses obligations contractuelles, tout en lui offrant un salaire plus important et une part des bénéfices nets. Malgré ses incitations, Scheider restait réticent, estimant que la suite n'apportait rien de neuf et que l'attention serait surtout portée sur le requin plus que sur sa prestation. Il aurait même essayé de passer pour un fou afin d'essayer d'échapper au projet. Finalement, après de longues négociations, il accepta de reprendre son rôle. Sur le tournage, l'ambiance était électrique. Jan Oswald avait hérité d'un projet déjà en crise après le limogeage de John Hancock, qui avait tourné 1 mois avant d'être remercié à cause de conflits politiques et créatifs. Il dut gérer une production marquée par des conditions compliquées, avec un tournage en mer sous la pluie et le froid, un plateau flottant instable, des retards importants, sans compter la pression d'un studio exigeant. Scheider, frustré et pressé d'achever son contrat, était lui en conflit régulier avec le réalisateur, notamment sur la gestion du temps, focalisé selon lui sur les effets spéciaux au détriment des acteurs principaux. Ces tensions furent telles qu'elles aboutirent à une altercation physique, nécessitant l'intervention des producteurs pour séparer Scheider du réalisateur. On raconte aussi que Roy Scheider passait son temps à bronzer au soleil, signe de son désengagement et de son ennui. Pourtant, malgré cette atmosphère tendue, Scheider livra une performance nuancée, incarnant un Brody plus sombre, protecteur et nerveux, une énergie qui semblait nourrie autant par sa frustration personnelle que par son jeu. Le tournage éprouvant obligeait aussi les jeunes acteurs à sucer des glaçons pour éviter que leur souffle ne forme de la buée à cause du froid. Sorti finalement en juin 1978, Les Dents de la Mer 2 fut alors le film le plus cher jamais produit par Universal et rencontra un succès commercial plutôt correct. Si le film est loin de la magie du chef-d'œuvre de Spielberg, Jan Oswald parvint à livrer un bon film d'artisan, divertissant et efficace avec quelques scènes mémorables, comme l'ouverture dans l'épave, l'attaque en ski nautique ou la longue séquence de l'hélicoptère. Contrairement au premier film, le requin est montré dès le début avec sa gueule brûlée, ce qui le rend plutôt reconnaissable avec un petit côté badass, mais réduit aussi le suspense au profit d'un divertissement plus direct et spectaculaire. Certaines scènes comme l'attaque sur un hélicoptère sont un peu too much, les morts moins nombreuses et moins sanglantes que dans le premier film manquent d'impact dramatique, et seule la mort de Marge qui sauve le jeune Sean Brody reste pour moi vraiment réussie. Musicalement, John Williams reprend du service, son thème emblématique est toujours présent et la bande originale mêle à nouveau mélodies joyeuses et tensions sourdes, en particulier pour accompagner les scènes sur l'île et la pêche au homard. Pour la première fois, la musique déjoue les attentes du spectateur en proposant une attaque de requin sans son célèbre motif, renforçant l'effet de surprise. La musique de John Williams, c'est l'un des points forts de ce film avec la présence de Roy Scheider au casting, parce que John Williams, il livre pour moi l'une de ses plus belles compositions, mais vraiment je pèse mes mots, la musique de fin, elle est magnifique, ça m'arrive régulièrement de l'écouter d'ailleurs, c'est l'une de ses plus belles musiques à John Williams, et à ce moment-là, bon, il était sur Superman, Star Wars, il allait faire la musique d'Indiana Jones, bref, on est sur un John Williams en pleine bourre. Il savait certainement aussi au fond de lui que c'était la dernière fois qu'il participait aux Dents de la Mer. Donc il nous a livré franchement une très belle musique pour ce deuxième opus. Faut dire que ce film a aussi coûté beaucoup plus cher que le premier. Avec un budget estimé à 20 millions de dollars, soit environ 2 fois celui du premier, Jaws 2 est une production ambitieuse pour l'époque. Cette somme a été en grande partie allouée à des tournages complexes en mer, à la construction de l'île artificielle et à la fabrication des requins mécaniques plus sophistiqués que dans le premier. Malgré des critiques partagées, le film a connu un succès commercial, rapportant environ 188 millions de dollars au box-office mondial. Résultat qui a permis à Universal de réaliser un bénéfice confortable et de lancer une véritable machine à produits dérivés, avec des articles tels que des cartes à collectionner, des serviettes de plage, des tasses, des livres et même une bande dessinée Marvel. Quelques scènes coupées malheureusement, dont une que vraiment j'aurais aimé voir dans le film, celle où le pilote de l'hélico se retrouve sous la mer et se fait attaquer par le requin. Mais c'était pour moi une scène essentielle qui nous rappelait aussi la scène qui se déroule sous l'Orca avec Matt Hopper qui justement se fait dévorer sa cage par le grand requin blanc.
Il se passe un petit peu la même chose avec le pilote de l'hélico, et malheureusement les producteurs ont décidé de couper cette scène pour éviter une classification trop sévère au cinéma. Et c'est bien dommage parce que, à mon avis, il y avait moyen de rendre cette scène tout public, parce que contrairement au premier film, dans cette suite, on voit aucun membre arraché, ni des bras, ni des jambes, ni des corps d'ailleurs, puisque c'est l'orque au début du film qui se fait dévorer par le requin, mais il n'y a pas d'êtres humains qui sont dévorés, tout ça se passe sous l'eau. Bien sûr qu'il y a des attaques de requins, mais c'est beaucoup moins violent que dans le premier. Très peu de sang, ou en tout cas ça ressemble pas vraiment à du sang, hein, plus à de la peinture rouge j'ai l'impression. Donc c'est pas vraiment une suite qui fait flipper au niveau de ces scènes gore. La tension on la ressent parce qu'on a peur justement pour les ados, ça oui, mais on a de la tension, mais on n'a pas du gore. Donc c'est pour ça que ce film il est vraiment beaucoup plus familial que le premier, plus tout public, et une scène comme celle-ci qui se passait sous l'hélicoptère, pour moi, aurait rendu le film beaucoup plus intéressant encore. Qu'est-ce qui est toujours là? Qu'est-ce qui est toujours là, Tina? Le requin! Il est toujours là! Tina. Avec le recul, aujourd'hui, Les Dents de la Mer 2 occupe une place particulière dans l'histoire des suites au cinéma. À sa sortie en 1978, il n'a pas fait l'unanimité. La critique lui reprochait surtout son manque d'originalité et la comparaison inévitable avec le film de Spielberg, dont il ne pouvait qu'apparaître inférieur. Certains déploraient également une mise en scène moins inspirée et un requin beaucoup trop exposé, ce qui atténuait la tension créée par l'absence et l'imagination dans le premier film. Pourtant, sur le plan commercial, Jaws 2 a connu un succès solide, établissant de nombreux records au box-office. Ce succès a contribué à asseoir le modèle de la suite de blockbuster, avec un héros récurrent, une menace croissante et une formule à la fois familière et calibrée pour un large public. Et avec le temps, le film a gagné ses lettres de noblesse auprès des fans de films de requins. Là où certains voyaient une suite opportuniste, d'autres ont su reconnaître un suspense efficace, de bons moments d'action et des personnages attachants, notamment grâce à Roy Scheider qui reprend son rôle de Brody avec beaucoup de conviction. Cette reconnaissance tardive fait de Jaws 2 non pas un chef-d'œuvre, mais une suite plutôt honorable, souvent considérée comme supérieure aux deux films suivants de la saga, fréquemment critiqués pour leur qualité franchement discutable. Oula, et calme-toi, j'étais vraiment pas prêt. Attends un petit peu avant de te mettre des images du 3 là, ou préviens-moi la prochaine fois. Ce qui distingue aujourd'hui le film, c'est sa capacité à maintenir un équilibre entre hommage au classique et développement de sa propre intrigue. Le film est devenu un point de référence pour comprendre les difficultés des suites à égaler l'impact d'un premier opus culte, tout en posant les bases des franchises à Hollywood. Les scènes d'attaque de requins restent toujours aussi bluffantes, même si Jeanne Oswart, qui n'a pas le même talent que son prédécesseur, peine parfois à masquer un requin mécanique trop artificiel, en raison de cadrage maladroit et d'une mise en scène plus scolaire. La caméra posée sur le dos du requin renouvelle agréablement le point de vue, et les attaques sont globalement plus nombreuses, parfois même plus impressionnantes. Jaws 2 est une suite plutôt réussie d'un film culte, même si elle souffre inévitablement de la comparaison avec Les Dents de la Mer. Les producteurs ont clairement voulu un film plus accessible à tous les publics, ce qui explique aussi ce focus sur la douzaine d'adolescents aux préoccupations plus légères. Ce qui contraste avec l'affrontement brutal entre les hommes et la nature du premier film. Autant cette dimension adulte captivait, autant il est difficile de s'attacher ou d'avoir peur pour ces jeunes qu'on a du mal à différencier. Ceci dit, le film n'est franchement pas mauvais, comme beaucoup de suites il dépasse pas l'original, mais il prolonge honnêtement l'histoire, surtout grâce à la petite ville d'Abiti et à ses habitants, qui offrent les meilleures scènes. Une fois en mer, l'action reste efficace jusqu'au final. On retrouve presque tous les acteurs avec cette fois un focus sur les ados, ce qui donne un ton plus léger, parfois même un peu trop. Et je dois avouer que je me suis attaché quasiment à aucun d'entre eux. Ils sont trop nombreux, ils se ressemblent trop et ils auraient tous pu se faire dévorer par le requin sans que ça me dérange vraiment. J'aurais même préféré que le personnage de Jackie meure très vite, parce que ses cris sont vraiment insupportables à la fin du film. Le seul personnage vraiment important et attachant reste pour moi Martin Brody, toujours incarné par l'excellent Roy Scheider. Il est la pierre angulaire du film. Côté musique, John Williams signe une bande originale encore meilleure que celle du premier film, avec des thèmes qui seront d'ailleurs repris un peu après dans Indiana Jones, parmi ses partitions les plus aventureuses.
Je l'aime beaucoup ce film, je l'ai toujours aimé, je l'ai vu en même temps que le premier parce qu'il avait été enregistré sur la cassette que j'avais chez mes parents où il y avait le premier et le deuxième à la suite. Et forcément, quand t'es enfant, le premier, il est un petit peu flippant. Donc à l'époque, le 2, je le préférais limite au premier parce que justement, il y avait toutes ces histoires avec les ados. C'était drôle aussi de voir le bigleux là aussi qui essaye de draguer, qui se fait toujours tacler par son pote. Hé Tim, t'as vu comment elle t'a regardé? Je crois que tu lui plais. Non, je suis maigre. Je porte des lunettes, je suis bien trop cloche pour elle. T'as sans doute raison, elle devait regarder ailleurs. Il y a vraiment des punchlines qui restent plutôt drôles encore aujourd'hui. D'ailleurs, son pote, qu'on reverra quelques années plus tard dans le film Christine de John Carpenter, c'est le seul qu'on reverra dans un autre film d'ailleurs. Hein. Dites-moi si je me trompe en commentaire, mais les autres ados, on les a jamais revus ailleurs. Pour le reste, je trouve que la paranoïa de Brody est plutôt bien gérée. C'est tout à fait logique aussi qu'il ait gardé des traumatismes de ce qu'il a vécu dans le premier. Donc pour moi, tout ça est plutôt bien géré. La scène de panique à la plage aussi où Brody pète un câble. Ça me semble cohérent, je suis pas plus choqué que ça, qu'il imagine voilà, voir un requin alors que c'était un banc de poissons. Le moment avec son fils sur la plage reste évidemment très touchant, avec la petite musique de John Williams par-dessus. Voilà, ça pour moi c'est peut-être l'une des plus belles scènes du film, l'une des scènes les plus émouvantes, j'ai toujours aimé cette scène. D'ailleurs on peut regretter qu'à la fin du film, eh bien on ne voit pas Brody retrouver son poste de chef de la police, retrouver ses enfants, sa femme. Ça aurait mérité de quelques scènes en plus à Amity, et pourquoi pas à la fin du film pour éviter que ça se termine encore comme le premier sur voilà, le requin il est mort, allez hop c'est fini, générique. Pour moi ça manque d'une conclusion finalement à l'histoire, puisqu'on sait qu'on ne le reverra plus, que Roy Scheider ne reviendra plus, et de toute façon ça à l'époque ils devaient le savoir. D'ailleurs on peut aussi se demander pourquoi ils n'ont pas décidé de tuer le personnage. Ça aurait pu être aussi intéressant justement de voir Brody se sacrifier à la fin pour sauver ses enfants. Je veux dire, au moment où il grille le requin, a priori, il y a quand même des chances qu'il grille en même temps. Hein. Donc, puisqu'ils savaient très bien que l'acteur ne voulait pas revenir pour un éventuel numéro 3, ils auraient aussi pu décider de tuer le personnage. Bon, ils l'ont pas fait, mais voilà, ça se termine un peu brutalement. Mais au-delà de ce bilan nuancé, l'aventure ne s'arrête pas là, car dès 1983, une troisième plongée dans les eaux troubles allait bouleverser la franchise avec une tournure radicale, Jaws 3D. Une suite qui, avec sa technologie innovante pour l'époque et son cadre inédit dans un parc aquatique, promettait de redonner un souffle nouveau à la saga, mais finira finalement par entraîner sa chute. Approche! Allez, viens! Et ouvre ta sale gueule! Les Dents de la Mer 2 n'atteint clairement pas la magie et l'impact du premier film de Spielberg, qui reste un chef-d'œuvre intemporel. Pourtant, malgré un tournage chaotique, des tensions fortes sur le plateau et une intrigue plus convenue, la suite réussit à se hisser au-dessus de la moyenne des films de requins, offrant un divertissement plutôt solide, quelques scènes marquantes et un vrai souffle d'action. Avec Janos Wark à la réalisation, Jaws 2 reste avant tout un travail d'artisan plutôt honnête qui a su trouver son public et poser les bases des suites à venir. C'est pas un grand film, mais ça aurait pu être bien pire. Pour moi, Jaws 2 ne renie pas son héritage, mais cherche à tracer sa propre route. Il dégage ce charme un peu kitsch, typique des années 70, avec un suspense plus direct et une atmosphère où la peur viscérale de l'océan et de ses profondeurs mystérieuses reste bien ancrée. Alors certes, ça manque un peu de nouveauté, mais cette suite parvient malgré tout à nous replonger dans l'angoisse sourde que suscite la menace invisible sous la surface. C'est pas une révolution du genre, ni un bouleversement de la saga, mais elle rappelle efficacement pourquoi on a tous eu peur la première fois qu'on a découvert ce requin. Et surtout pourquoi, à chaque fois que je termine le premier, j'enchaîne naturellement avec cette suite, comme pour revivre cette peur instinctive et primale qui ne m'a jamais vraiment quitté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je l'aime beaucoup, en tout cas, ce film. Je le regarde honnêtement peut-être moins souvent que le premier. Aujourd'hui, bien sûr, puisque je suis devenu adulte. Mais voilà, c'est pour moi un bon divertissement.
ça s'arrête là. Le premier, de toute façon, se suffit à lui-même, hein, soyons clairs. Mais voilà, ce second film, il permet de prolonger un petit peu le plaisir. Ça fait quand même plaisir de revoir la famille Brody. Finalement, c'est ce qu'on va retenir de cette suite des Dents de la Mer. Donnez-moi votre avis sur le film en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo aussi autour de vous et puis à booster les vidéos. Certains le font chaque semaine, donc n'hésitez pas. Voilà, ça aide beaucoup, surtout en ce moment. Vous retrouverez tous les liens en description pour soutenir la chaîne sur Tipeee ou ici sur YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre. On va se retrouver très vite pour poursuivre cette saga Les Dents de la Mer sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine sur Clap Story.